Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Connect 54 qui sera consacré à l'entrepreneuriat en Afrique. Alors on le sait, l'Afrique est un continent d'entrepreneurs. C'est même la première région du monde en termes de femmes entrepreneurs. Elles sont 27% à avoir tenté cette aventure entrepreneuriale en dépit d'un certain nombre de défis infrastructurels, mais aussi un certain nombre de défis liés à la mobilisation des fonds d'amorçage pour pouvoir financer leurs projets. Pourtant, l'entrepreneuriat est devenu un impératif sur un continent aux prises avec une pression démographique qui fait que chaque année, 11 millions de nouveaux actifs arrivent sur le marché du travail en Afrique. Tous se mobilisent aujourd'hui, acteurs privés, pouvoirs publics, sociétés civiles et membres de la diaspora pour pouvoir soutenir les entrepreneurs et en particulier les jeunes entrepreneurs en Afrique. Alors pour en parler pendant ces 54 prochaines minutes, nous avons la chance d'avoir parmi nous monsieur le ministre Mamadou Touré qui est ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le ministre, en direct avec nous depuis Abidjan. Nous sommes également Bonjour. avec Monsieur Wilfried Loriano Dorrego, qui est le coordonnateur du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, en direct depuis Montpellier, avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Dorrego. Oh. Nous sommes également avec Monsieur Adnan Ben Alima qui représente le groupe Huawei en qualité de vice-président en charge des relations publiques de Huawei Nordem Africa. Et enfin, nous sommes avec une jeune entrepreneur venue de Madagascar qui s'appelle Matina Rassafi Maefa. Excusez-moi si le nom est un peu écorché au passage. Alors, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour ce débat qui promet d'être riche tant les enjeux sont importants. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet et je vais m'orienter vers Abidjan où je vais retrouver monsieur le ministre, monsieur Touré. Monsieur Touré, merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Alors, on va tout de suite prendre le pouls en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que représente aujourd'hui l'entrepreneuriat en termes de contribution dans le PIB national et de quelle façon, quels sont les grands mécanismes développés par le gouvernement pour pouvoir soutenir cet écosystème entrepreneurial ivoirien, en particulier la jeunesse, Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Alors, ce que vous pouvez noter, c'est que depuis bientôt 10 ans, la Côte d'Ivoire a une croissance continue. Sur la période 2012-2019, une croissance moyenne de 8% par an, même si cette croissance a été freinée en 2020 à cause de la COVID-19. Et la Côte d'Ivoire a une population qui est relativement jeune. 77% de la population a moins de 35 ans. Donc, sur les 26 millions d'habitants, vous avez près de 19 millions qui ont moins de 35 ans. La Côte d'Ivoire doit faire face à d'énormes défis. La fonction publique ivoirienne qui emploie à peu près 250 000 personnes ne peut pas être la solution. Le secteur privé qui est de plus en plus dynamique, mais qui n'est pas encore suffisamment dynamique pour absorber toute la main-d'œuvre éventuelle. Nous avons près d'1 million de salariés dans notre pays pour à peu près 14 millions de personnes qui relèvent donc de la population active. Je vous donne tous ces éléments pour vous dire que l'entrepreneuriat apparaît pour nous donc comme une option sérieuse, justement pour pallier au déficit donc d'opportunités d'insertion pour les jeunes. Et pour ce faire, donc, le gouvernement, pour répondre à votre question, depuis bientôt 10 ans, a essayé donc d'entamer des réformes. Ça a été la réforme du guichet unique pour la création d'une entreprise. Nous sommes passés quasiment de 6 et 9 mois à 24 heures pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire. C'est la création d'une agence nationale qu'on appelle Côte d'Ivoire PME, dont la vocation est justement d'encadrer toutes ces petites et moyennes entreprises, tous ces jeunes ou moins jeunes qui veulent entreprendre. C'est l'accès au financement qui est le véritable défi pour la plupart des personnes qui veulent entreprendre.
Dans mon ministère, donc, un fonds logé dans une banque nationale permet d'apporter une garantie donc, auprès de cette banque pour que cette banque puisse donc, facilement financer donc, des jeunes entrepreneurs. Mais c'est aussi un autre fonds de garantie qui a été mis en place par le ministère donc, en charge donc, des PME pour à peu près 50 milliards de francs CFA, avec même une banque qui est la filiale d'une banque française qui a décidé de mettre une ligne de 250 milliards de francs CFA pour les PME qui se créent ou qui ont besoin de financement. Mais tout cela a été possible grâce aux réformes entreprises donc, par le gouvernement ivoirien. L'annexe fiscale avec des mesures incitatives pour tous ceux qui veulent créer des impôts, enfin créer des entreprises avec des crédits impôts en faveur donc, ou des exonérations pour les entreprises qui se créent pour les 3 premières années afin d'accompagner ces entreprises dans leur projet de développement. Donc, c'est autant d'initiatives prises par le gouvernement parce que la problématique de l'insertion des jeunes est un défi pour la plupart des États africains, dont la Côte d'Ivoire, et nous pensons que la solution viendra de l'entrepreneuriat avec de vrais entrepreneurs qui peuvent réussir dans leur domaine d'activité et qui, partant, peuvent embaucher le maximum donc, de jeunes au sein de leur entreprise. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'aimerais tout de suite faire réagir Monsieur Ben Alima parce que Monsieur le ministre a parlé d'une réduction assez significative des délais pour créer son entreprise via le guichet unique, passant de 6 mois à 24 heures. C'est assez phénoménal. On imagine très bien le recours au numérique derrière tout cela. Monsieur Ben Alima, j'aimerais savoir, vous, en tant que représentant du groupe Huawei, dans quelle mesure la technologie a-t-elle participé à la redéfinition de l'entrepreneuriat dans le monde et en particulier sur le continent africain. Merci beaucoup Marie-France pour l'invitation déjà et je suis vraiment ravi avec mes chers co-panélistes. Alors la question est très intéressante parce qu'aujourd'hui on est en train de parler d'économie digitale, de transformation numérique. D'accord. Le constat est clair que l'économie numérique maintenant, son rythme de développement il est 6 fois supérieur à l'économie traditionnelle. Donc, du coup, le numérique, c'est un moyen, c'est un outil extraordinaire qui permet d'accélérer tous les secteurs de l'économie. Donc, le numérique peut être déployé dans différents secteurs, que ce soit le transport, la santé, l'éducation, l'agriculture, la sécurité, etc. Et du coup, cet outil-là permettra d'ouvrir de nouvelles opportunités et de dynamiser un petit peu le secteur, le marché du travail et ouvrir de nouvelles portes à l'entrepreneuriat. Je pense que Monsieur le ministre, il a bien mentionné l'exemple donc de la création d'entreprises. Aussi, on le voit dans d'autres pays. J'étais au Xi'an donc la semaine dernière. Il y avait Madame la Première ministre du Togo, qui a mentionné que grâce à l'outil numérique, il est possible maintenant au Togo de créer sa start-up en 6 heures. Et ça, c'est extraordinaire parce que toutes les procédures administratives, tous les va-et-vient entre administrations, tout ça peut être simplifié sur des plateformes unifiées qui sont accessibles en ligne à tout lieu et à tout moment. Mais pour ce faire, il faudra mettre les infrastructures nécessaires et les applications nécessaires pour le faire. Donc, du coup, il y a un travail qui doit être fait au préalable pour pouvoir fournir ces services-là et pour pouvoir proposer une plateforme qui attire les investisseurs, qui attire les entrepreneurs et qui permet aussi la création de start-up. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Wilfried Laureano d'Orego, j'aimerais tout de suite en venir avec vous au rôle des diasporas africaines en France en particulier, puisque vous êtes le coordonnateur du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui soutient les initiatives des diasporas. Et on sait qu'ils sont nombreux parmi ces diasporas à nourrir des projets entrepreneuriaux. Ils sont aussi nombreux à envoyer de l'argent sur le continent. Cet argent n'est pas forcément d'ailleurs réinvesti dans l'économie réelle. Et partant de pandémie, ces fonds se sont drastiquement réduits de l'ordre de 20% selon la Banque mondiale. Alors, où en est-on au niveau de la diaspora? Quelles sont les perspectives en termes d'entrepreneuriat sur le continent, mais aussi de soutien financier de toutes ces tontines qui se sont vues réduire comme peau de chagrin depuis l'arrivée de cette pandémie de Covid-19, Monsieur Dorego?
Merci de m'avoir convié à cette discussion. Et je voulais rebondir sur les propos de Monsieur le ministre et de mon cher ami Ben Alima. C'est vrai que le problème de l'employabilité des jeunes est un problème majeur parce qu'on considère qu'il faudrait créer environ 10 millions d'emplois sur le continent par an pour occuper les jeunes. Et on est aujourd'hui sur un rythme de 2 à 3 millions. Et dans, dans 25 ans, 30 ans, la population va doubler, donc le problème ne va que s'amplifier. Et donc, il est donc nécessaire d'amplifier ce mouvement de l'entrepreneuriat qui permettra la création de richesses, l'employabilité des jeunes, et donc ce phénomène est absolument majeur. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit cher Ben Alima. C'est vrai que le numérique joue un rôle majeur dans l'accélération du processus entrepreneurial, bien entendu pour simplifier les procédures administratives, mais également pour dans la mobilisation des fonds, en fait. Il y a de nouvelles formes de mobilisation des fonds et d'entreprendre, tout simplement. On a vu l'exemple pendant la période de la pandémie, tous les projets entrepreneuriaux de gens de la diaspora, de loin, ont été possibles parce que ça a été entrepris sous l'angle numérique. Et les exemples ne manquent pas. Pour revenir à la question plus directement que vous me posez sur le rôle de la diaspora, moi je le vois sous deux angles. Premier angle, c'est les transferts et deuxième angle, leur volonté entrepreneuriale sur le continent. Déjà, les transferts. La plupart des pays, pour la plupart des pays africains, les transferts représentent environ 10% du PIB. Et comme vous l'avez dit justement, ces transferts ont été diminués de moitié. Ils sont passés pratiquement, ils ont baissé de 100 milliards. Hein, ils sont passés de 550 milliards à 450. Et donc, c'est un manque à gagner évident pour le financement. Mais ceci dit, il faut dire que 85% de ces transferts-là, à l'origine, sont des transferts pour aider la consommation. C'est des transferts pour venir en aide aux familles pour payer les frais de logement, c'est pour payer les frais d'éducation, pour payer des frais de santé. En réalité, il n'y a que 15% de ces fonds, de ces transferts qui sont orientés vers l'investissement. Et c'est un défi. Je pense que avec la reprise économique, ces transferts vont reprendre parce que la plupart des diasporas sont dans les pays développés et c'est l'activité économique de ces pays qui leur permet d'envoyer des fonds. Le vrai sujet qu'on a, c'est de dire comment fait-on pour redonner la confiance à cette diaspora-là pour qu'ils continuent d'envoyer des fonds au pays et par quels moyens. Je pense que, et comment on les utilise, comment on arrive en réalité, sur le sujet qui nous intéresse, comment on arrive à passer de 15% de ces transferts investis dans les entreprises en investissement, comment on arrive à passer de 15% à 30%, à 40%, voire 50%. Et c'est le véritable enjeu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude à ce que ces transferts reprennent. Le vrai sujet, c'est comment fait-on pour mobiliser ces transferts-là vers l'investissement. On pourrait y revenir. Le deuxième sujet concernant les diasporas que je vois, c'est cette volonté entrepreneuriale qui s'est véritablement manifestée durant cette période de Covid, parce qu'il y a énormément de porteurs de projets qui se sont mobilisés pendant cette période de pandémie pour apporter une solution aux défis que créait la pandémie en Afrique. Et ils l'ont fait sous l'angle digital et nous avons réalisé deux choses pour
à mesurer l'impact. On a mis en place devant cette période-là une veille, et donc on a suivi une soixantaine de porteurs de projets, et c'était une des réponses qu'ils voulaient apporter à la difficulté en Afrique, et ça s'est transformé ensuite en projet entrepreneurial. Ensuite, je pense qu'il est aussi important de voir que ces projets ont été possibles parce qu'il y a eu des mécanismes d'identification des porteurs de projets ici sur le continent, des mécanismes d'accompagnement et des mécanismes de financement. Je peux les développer maintenant, mais on pourra y arriver. En gros, ce que je peux dire là, il y a un véritable engouement pour entreprendre sur le continent, et je peux vous dire, nous, du point de vue du CPA, qu'est-ce que nous faisons pour les accompagner? Je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais je peux enchaîner là-dessus si vous le souhaitez, Marie-France. Peut-être en 2 mots, mais on y reviendra. Je reviendrai vers vous un petit peu plus tard dans un second temps. Merci beaucoup, Monsieur Dorrego. Je vais m'adresser à Matina Razafy-Mahefa, qui est donc représentante des entrepreneurs du continent, puisqu'elle est une jeune entrepreneure venue de Madagascar. Elle a créé déjà il y a 3 ans maintenant une société qui s'appelle Sena et qui est spécialisée dans l'EdTech. Alors Matina, je vais vous proposer dans un premier temps peut-être en substance de nous présenter vos activités et d'enchaîner sur finalement les principales difficultés que vous avez rencontrées au moment de lancer vos activités. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que disait Wilfried, aujourd'hui, il y a peut-être 10 millions d'emplois. Il y a 10 millions de jeunes qui ont besoin de trouver un emploi en Afrique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 40 millions d'emplois qui sont non pourvus à cause de la pénurie des talents digitaux dans le monde entier. Et nous, aujourd'hui, on a pris cette opportunité avec Sena pour intégrer des gens dans l'industrie du numérique via une plateforme de formation en ligne. Et surtout, par la suite, quand ils ont validé des compétences, derrière, ils ont accès à une plateforme de micro-tâches où ils peuvent commencer à gagner leur vie en effectuant des tâches digitales sur Internet. Donc, ça va être des tâches de développement informatique, tout ce qui est SEO, qui est assez connu aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a formé près de 200 personnes. On travaille avec une soixantaine d'entreprises. 80 à 90% de nos étudiants ont trouvé un emploi en fin de formation. Et notre objectif à nous, c'est vraiment de réinventer l'accès à l'apprentissage IT, mais c'est également de réinventer l'accès au marché du travail pour des jeunes qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir accès à ce marché du travail à cause de leur background ou à cause de là où ils viennent, tout simplement. Aujourd'hui, les difficultés principales auxquelles j'ai fait face quand j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, c'était au début très juridique. C'est très simple, je n'avais pas l'âge d'ouvrir une entreprise, je n'avais pas l'âge d'ouvrir un compte bancaire pour mon entreprise, je n'avais pas l'âge tout simplement de diriger une entreprise au niveau légal à Madagascar. J'ai failli me marier pour ouvrir cette entreprise. Je ne suis pas allée jusque-là parce que je suis restée raisonnable. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a beaucoup aidée. Mais pour vous dire à quel point, au niveau législatif, c'est très compliqué. Ensuite, au niveau opérationnel, ça a été très compliqué de trouver les bons talents pour vous accompagner, pour grandir avec vous. Et enfin, il n'y avait pas d'écosystème pour soutenir véritablement les entrepreneurs à Madagascar. Il y a 3 ans, quand je suis arrivée, on n'a pas d'exonération d'impôts dès le début. C'est au niveau juridique, législatif, c'est très compliqué de suivre les règles parce qu'en fait, les règles sont très floues. Et donc, pour moi, aujourd'hui, les leviers pour faciliter la création d'entreprises, à Madagascar, il y a plein de choses qui ont été créées comme partout en Afrique, le fameux guichet unique, créer son entreprise en 6 heures, etc. Mais la réalité, c'est que la problématique n'est pas véritablement là. La problématique, c'est comment on fait pour pérenniser des entreprises qui se créent, parce que c'est la pérennisation des entreprises qui va permettre qu'on ait plusieurs millions d'emplois par la suite. Et pour ça, à mon sens, il faudra avoir des programmes adaptés à chaque étape de vie de l'entreprise. Donc, quand vous commencez, quand vous grandissez, quand vous voulez vous développer, quand vous voulez partir en Afrique. Et donc ça, on en parlera, je pense, plus tard. Mais c'est quelque chose qui est très important. Il faut aussi des mesures gouvernementales qui poussent à cette pérennisation de l'entreprise. Alors, c'est vrai que je souligne que Matina a créé son entreprise à l'âge de 19 ans, si je ne m'abuse.
Aujourd'hui, vous avez 23 ans, donc vous êtes effectivement très, très, très jeune. Voilà. J'aimerais faire réagir Monsieur le ministre, déjà peut-être au propos de Matina, son témoignage sur les difficultés qu'elle a eues dans son pays à lancer ses activités entrepreneuriales. Dans un premier temps, qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous faites face aux problématiques qu'elle vient d'exposer à l'instant? Et puis, peut-être un deuxième point que j'aimerais aborder avec vous concernant la difficile mobilisation des fonds pour ces jeunes entrepreneurs qui est souvent liée à une surestimation des risques en Afrique. Quels sont finalement les moyens engagés par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour pouvoir pallier justement à cet écueil, à ce problème de surestimation des risques, Monsieur le ministre? Alors, je voudrais tout de suite dire que les difficultés qui ont été donc soulevées tout à l'heure par Matina sont des difficultés vécues par la plupart des jeunes sur le continent. La jeunesse ivoirienne n'échappe pas à ces difficultés. Et c'est d'ailleurs pour cela que tantôt je vous ai dit que le gouvernement a démultiplié des initiatives afin de soutenir donc ces jeunes. La réalité aujourd'hui, c'est que l'accès au financement est difficile. Les banques prennent pas de risque donc à financer donc des jeunes, surtout les primo-entrepreneurs. Et toutes les procédures administratives qui souvent peuvent être un frein, même l'accès même au marché public. Une chose est de monter son entreprise, une autre chose est de pouvoir donc accéder donc au marché public. Et le gouvernement ivoirien, sur ce point très précis, a décidé par exemple dans le code du marché public, oblige donc les grandes entreprises à octroyer 20% donc des parts de marché obtenues donc à des PME. C'est déjà là une mesure concrète donc qui est prise. Et derrière, je vous l'ai dit, il y a tout ce soutien que nous apportons à travers le fonds de garantie qui a été mis en place, qui permet aux banques donc de financer beaucoup plus facilement donc ces jeunes qui veulent entreprendre. Alors, je n'ai pas très bien compris la seconde question que vous avez soulevée. Se plaignent d'avoir un difficile accès au financement et cela est lié généralement à une surestimation des risques sur le continent. De quelle façon est-ce que vous appréhendez cette question en Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre? D'abord, de façon plus générale, sur la question de la surestimation donc des risques, c'est une réalité à laquelle l'Afrique tout entière est confrontée. Lorsqu'on regarde les zones d'instabilité liées au terrorisme, lorsqu'on regarde les zones d'instabilité liées même aux conflits politiques dans certaines régions, tout cela est souvent pris comme prétexte pour ne pas aller plus loin que ce qui est fait. La réalité aussi, c'est qu'effectivement, il y a une surestimation. Nous avons globalement, en dehors donc de quelques zones de conflit, globalement nos économies qui marchent. L'économie ouest-africaine est dans une dynamique de croissance depuis plusieurs années. La Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, est dans une dynamique de croissance. Elle a retrouvé totalement sa stabilité. C'est fondamental, une dynamique de croissance qui fait envier beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. Je l'ai dit, sur presque 10 ans, nous avons eu un taux moyen donc, de croissance de 8% par an. Et malgré donc la COVID-19, nous sommes l'un des rares pays dans le monde à avoir une croissance positive en dépit des effets donc, de la COVID. Alors, il y a deux approches à avoir. La première approche, c'est d'abord la mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement. Les partenaires traditionnels, Banque mondiale, BAD, etc. À ce moment, nous n'avons pas de problème. Je peux vous dire par exemple de façon très concrète qu'avec la Banque mondiale, nous avons initié un programme en 2011 qui s'appelle le PGDEC, le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences avec un volet entrepreneuriat. Ce programme est passé en termes de financement de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars. Et là, la banque vient de nous dire qu'elle serait prête à aller jusqu'à 200 millions de dollars pour donc, les financements donc, des jeunes et notamment le volet entrepreneuriat. Avec la BAD, nous réussissons à mobiliser donc, des ressources. Là où on a véritablement donc, des difficultés, c'est au niveau certainement des financements privés ou au niveau donc, des banques. Et ça, je pense qu'il y a une réflexion globale à mener. La BCAO a décidé, par exemple, de prendre une initiative où elle permet à des banques de se refinancer auprès d'elles et quand ces banques financent donc des entreprises, notamment des PME, etc. Donc, autant de mécanismes qu'on essaie de mettre en œuvre, mais vous rassurez qu'au niveau des partenaires traditionnels, il n'y a pas de problème.
Au niveau donc des partenaires relevant du secteur privé, il y a encore des difficultés parce que certains hésitent encore à financer massivement les projets donc en entrepreneuriat. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Je vais me tourner vers Monsieur Benalima. Monsieur Benalima, en tant que représentant du groupe Huawei sur le continent, quelles sont les principales initiatives qui sont conduites à l'heure actuelle pour soutenir l'entrepreneuriat sur le continent, que ce soit en termes de moyens humains, techniques ou financiers ? Alors, en fait, nous, on essaie pour dynamiser un petit peu l'écosystème entrepreneurial, on focalise sur, comme je dis, comme l'écosystème. L'écosystème, il inclut plusieurs prérequis. Il inclut donc les ressources, les qualifications des personnes donc, nécessaires. Donc, on intervient beaucoup sur l'aspect formation, puisqu'on est acteur du numérique. Donc, on contribue à notre façon dans ce secteur-là. On a lancé pas mal de programmes éducatifs qui visent à former les jeunes à des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, comme les big data, les clouds, la 5G, etc. Donc, on a plusieurs programmes phares comme l'ICT for All, ICT Academy, Seeds for the Future. Donc, ces programmes-là, ils ont donné de très bons résultats à date parce qu'à date, on a plus que 50 000 jeunes, 50 000 personnes qui ont été déjà formées sur le continent africain. Et notre objectif, c'est d'avoir ce chiffre-là augmenter chaque année de 50 000 personnes sur les 5 prochaines années. Donc ça, c'est un élément très important d'avoir le capital humain, donc avoir les connaissances et avoir les compétences nécessaires pour pouvoir gérer l'outil numérique. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet infrastructure. Je reviens toujours dessus parce que pour assurer la transformation numérique, on a toujours besoin d'infrastructures. Et c'est là que Huawei intervient parce que c'est notre cœur de métier. À travers nos partenaires, les opérateurs, les gouvernements avec qui on travaille, on essaie vraiment de dessiner des lignes stratégiques pour que les pays deviennent plus compétitifs et attirer plus d'investisseurs étrangers qui pourront eux-mêmes être des axes autour desquels vont graviter des startups ou bien des entrepreneurs locaux. Donc, ces plateformes-là, ces infrastructures seront une sorte de plateforme qui vont attirer donc, les investisseurs pour être munis de l'outil numérique pour être plus efficace, comme je dis tout à l'heure. On sait très bien que l'Afrique dispose de moyens très importants, donc de ressources naturelles, et ça a été démontré les dernières années, mais malheureusement, on les exporte de façon brute, il n'y a pas de création de valeur sur le continent. Même chose qui arrive maintenant avec nos jeunes. Il y a beaucoup de pays qui forment beaucoup de talents, comme par exemple la Tunisie ou l'Algérie, qui forment beaucoup de talents. La Tunisie, qui est un petit pays qui forme 8000 ingénieurs par an, eh ben, ils sont en train tous de quitter la Tunisie parce qu'il n'y a pas de création de valeur locale. Donc, si on arrive à dynamiser un petit peu l'écosystème entrepreneurial, on pourra vraiment créer de la valeur sur le continent africain et ce sera un win-win parce que même les pays, même les entrepreneurs venant de pays développés trouveront aussi leur compte d'investir en Afrique, d'investir sur le continent, mais à condition d'avoir les infrastructures nécessaires et avoir les talents nécessaires. D'accord ? Donc, ça, c'est le deuxième point, donc l'infrastructure. Le troisième point, c'est que dans certains pays, on essaye d'assurer le lien entre ceux qui ont été formés et le monde entrepreneurial. Et on crée ce qu'on appelle des innovation centers, donc des centres d'innovation, dans lesquels on essaie de fournir des plateformes pour permettre à toute personne désirant implémenter une idée de le faire. Donc, c'est un lieu d'expérimentation. C'est un lieu de rencontre aussi parce que parfois, les idées viennent en se joignant l'un à l'autre. Donc, c'est des liens de rencontre. Et encore une fois, on espère que ces lieux-là soient vraiment des lieux de créativité et de rencontres et de liens entre le monde éducatif et le monde entrepreneurial. Donc, on intervient vraiment sur ces trois aspects-là. Et encore une fois, nous, on intervient sur le secteur du numérique que nous pensons être un outil très important pour moderniser l'économie et créer des emplois et créer des opportunités pour les entrepreneurs. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Benalima. Je vais me tourner vers Monsieur Dorrego. Monsieur Dorrego, alors, il y a quelques mois, vous avez entamé un tour de France des diasporas, centré en particulier sur l'entrepreneuriat, qui a pris fin déjà il y a plusieurs semaines, et dont vous avez tiré les premières conclusions
En substance, quelles sont-elles à date, Monsieur Dorrego? Et est-ce que ce Tour de France, finalement, a fait naître de nouvelles initiatives et de nouveaux projets d'accompagnement des jeunes, en particulier des diasporas africaines en France? Tout à fait. Je voulais juste rebondir sur les propos de Monsieur le ministre en ce qui concerne en ce qui concerne le financement, en fait. Il y a un vrai sujet de financement de l'entrepreneuriat en Afrique. Et je pense qu'il y a un problème d'accès au financement, dans les conditions de financement, et il y a un problème de taux et il y a un problème d'accès au financement. Le problème de taux, c'est-à-dire que les taux sont très élevés en Afrique, et le problème d'accès, souvent, il y a un besoin de garantie beaucoup plus élevé qu'ailleurs, en fait. Et donc, ça, ces deux éléments bloquent l'accès au financement des économies en Afrique. Et ça freine un peu le financement des entreprises. Maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée, c'est vrai, on a fait un tour de France de l'entrepreneuriat et qui a abouti à 3 constats. Le premier constat, c'est finalement, on a identifié 3 déficits, en fait. Le premier déficit, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui existent, mais les gens qui entreprennent ne sont pas au courant des informations qui existent. Donc, il y a un problème de déficit d'accès à l'information. Deuxièmement, il y a un problème d'accompagnement et d'écosystème pour accompagner les entrepreneurs, les porteurs de projets de la diaspora sur le continent. Parce que être entrepreneur sur un continent, c'est déjà difficile. Quand on est entrepreneur sur 2 continents, c'est bigrement plus difficile. Donc, à mon avis, nous avons donc créé, face à ce déficit-là, un système accéléré pour accompagner les entrepreneurs de la diaspora. Donc, un écosystème, en réalité. Et le troisième déficit qu'on a remarqué, c'est la difficulté d'accès au financement pour les entrepreneurs issus de la diaspora. Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle un Pass Africa qui est un mécanisme d'accélération de l'entrepreneuriat et qui répond à ces 3 déficits et donc qui comprend donc l'accès à l'information. Nous avons designé un site qui permet à tout entrepreneur de se connecter et avoir toutes les informations qu'il souhaite. Deuxièmement, on les a, grâce à BPI, on a créé un écosystème d'accompagnement, de coaching avec un certain nombre de partenaires, c'est-à-dire on a par exemple dans une trentaine de partenaires, il y a BPI, bien entendu, il y a Auguste de Bouzy qui donne des conseils juridiques aux entrepreneurs que nous accompagnons. Il y a l'ESSEC Business School qui donne des cours de management aux entrepreneurs qu'on a sélectionnés. Donc, il y a tout un écosystème. En réalité, le Pass Africa est un écosystème d'accélération dans lequel il y a du financement donné par BPI, il y a un écosystème de formation, de coaching, et puis il y a également le déficit d'information pour les entrepreneurs qui sont sélectionnés par le Pass Africa. Sélectionnés par le Pass Africa, nous avons lancé une première vague où il y a une vingtaine de lauréats de sélectionnés. Nous accompagnons 19 en ce moment. Je pense que Matina pourra en témoigner. Et nous envisageons, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis à Montpellier, pour le sommet, lancer une deuxième vague. Voilà ce que je pouvais dire sur ce que nous faisons pour la diaspora. Mais nous demandons à ces lauréats que nous accompagnons, nous leur demandons également de tendre la main
aux entrepreneurs qui sont plus jeunes. Et donc, on a lancé, en plus du Pass Africa, un programme de mentoring qui consiste à demander aux lauréats d'être des coachs des plus jeunes. Donc, c'est le deuxième programme qu'on a collé au Pass Africa. Ensuite, on a fait une deuxième chose qui est que si on fait tout ça en France et qu'on se rend compte que les porteurs de projets, une fois qu'ils arrivent sur le terrain, ils ne sont pas accompagnés localement, tout l'effort qu'on a fait ici devient vain, en fait. Et donc, on a commencé à signer des accords avec les ministères des différents pays. On a signé avec monsieur le ministre Mamadou Touré pour la Côte d'Ivoire. On a signé également un accord avec le Sénégal. L'idée, c'est de connecter les efforts qui sont faits d'ici et les efforts qui sont faits localement pour accueillir ces entrepreneurs-là et leur faciliter la vie. Monsieur Mamadou Touré pourra en parler. Voilà ce qu'on fait pour la diaspora. Et il y a un réel engouement de la diaspora pour porter des projets sur l'Afrique. Nous, on a fait un sondage OpinionWay. 71% des jeunes de la diaspora ont envie d'entreprendre sur le continent. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Absolument. Alors, je vais me tourner vers Matina, parce que Matina, vous êtes la représentante de cette jeunesse africaine entrepreneuriale. Vous avez étudié d'ailleurs en France, d'abord à Nantes. Il me semble que vous avez suivi un cursus sport-études en tennis très haut niveau à un certain moment, avant de rentrer dans un cursus un peu plus classique, disons. Vous avez étudié à Sciences Po et très très jeune, avant l'âge de 20 ans, vous avez créé donc Sénat, votre entreprise que vous co-dirigez aujourd'hui avec votre maman. J'aimerais vous faire réagir dans un premier temps sur les propos de Wilfried Laureano d'Orego et savoir de quelle façon vous mesurez finalement l'influence de la diaspora en termes de contribution dans l'entrepreneuriat malagasy. Matina. Yes. Oui, donc du coup, j'étais à la Sorbonne en sciences politiques, effectivement, et j'ai arrêté pendant ma deuxième année pour lancer cette entreprise. Pour moi, la diaspora a un rôle véritablement majeur dans l'entrepreneuriat en Afrique. Et ça peut se faire de deux façons différentes. La première façon, c'est d'abord en étant client des entrepreneurs de l'île. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui se développent où vous êtes en France, vous êtes quelque part en Europe et vous pouvez payer soit la consultation de quelqu'un qui est en Afrique, soit vous pouvez payer les courses de quelqu'un qui est en Afrique en soutenant cette entreprise-là. Vous pouvez même payer les études de quelqu'un en étant en Europe. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est déjà un pas et un message fort qu'on fait quand on est dans la diaspora et qu'on veut soutenir les entrepreneurs. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est être des ambassadeurs pour ces entrepreneurs-là. Aujourd'hui, dans la diaspora, il y a plein de gens qui travaillent dans des entreprises et qui peuvent faire la promotion en fait, de ces produits, de ces services-là auprès d'autres collaborateurs, auprès de leur hiérarchie, et ça permet à des entrepreneurs du coup d'accéder à de nouveaux marchés. Ensuite, la deuxième partie, c'est le rôle de la diaspora en tant que financeur. Aujourd'hui, quand on est une entreprise, quand on démarre, souvent on démarre avec du crowdfunding. Et moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Et c'est d'abord ma famille, mes amis qui sont en France qui m'ont aidé. Et aujourd'hui, la diaspora peut financer des projets en Afrique, des projets d'entrepreneuriat via différentes plateformes de crowdfunding. Et ça, je pense qu'il faut véritablement l'encourager. Après, quand on arrive à un deuxième stade, dans l'entreprise, on a prouvé qu'il y a un produit, qu'il y a un service, qu'il y a un vrai marché et qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter. Pour le développement, on peut faire appel à ce qu'on appelle des business angels. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de réseaux de diaspora, en tout cas, c'est notre cas à Madagascar, de diaspora malgache qui veulent réinvestir à Madagascar. Et dans ces cas-là, il faut, je pense, réussir à fédérer ces réseaux-là de business angels pour qu'ils puissent, en fait, puisqu'ils cherchent les bonnes entreprises dans lesquelles investir. Et ça peut être une autre façon pour le privé de financer, en fait, les entreprises. Et donc, l'idée, c'est plutôt de se dire comment on fait pour inciter qu'il y ait plus de business angels de la diaspora qui vont investir dans des entreprises en Afrique. Et je pense que c'est aussi tout le travail que fait le CPA aujourd'hui. Donc, je pense que la diaspora, encore une fois, a un rôle majeur à jouer et il faut les aider, il faut les encourager à tenir ce rôle-là. Très bien, merci beaucoup Matina.
Je reviens vers Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous vivons une période un petit peu particulière sur fond de pandémie mondiale. Ça a bouleversé les usages, les échanges, les écosystèmes entrepreneuriaux par-delà les frontières. Et évidemment en Afrique également. Finalement, de quelle façon le gouvernement ivoirien a-t-il soutenu ces entrepreneurs au plus fort de la crise, y compris peut-être dans le secteur informel ? Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Il est en Vous mute. m'entendez? Oui, très bien. Nous vous entendons et nous vous voyons. Je disais qu'effectivement, le gouvernement ivoirien a donc proposé une série de mesures donc à l'occasion de la crise de la COVID-19 sous le leadership de l'ancien Premier ministre Amadou Coulibaly, un projet d'à peu près 1700 milliards de francs CFA, mais en termes de soutien direct donc, aux entreprises dans le secteur informel, c'est à peu près 100 milliards de francs CFA, aussi bien en subvention qu'en crédit, pour soutenir les activités dans le secteur informel. Et cette activité est gérée par une structure qui est l'Agence Emploi Jeunes, qui dépend de mon ministère. Ensuite, nous avons eu donc, le soutien aux PME, donc à peu près pour 150 milliards de francs CFA donc pour les PME, et un soutien donc, aux grandes entreprises pour à peu près 150 milliards de francs CFA. Donc, ce sont donc des soutiens ciblés pour permettre justement à ces entreprises qui ont été impactées par la COVID-19, donc de pouvoir donc retrouver les activités, surtout préserver donc les emplois. L'autre chose que je voulais ajouter par rapport à la COVID et en lien avec l'entrepreneuriat, moi j'ai été fortement frappé par la capacité d'adaptation donc de ces entrepreneurs, jeunes entrepreneurs ivoiriens, qui c'est vrai que la COVID a mis à mal beaucoup de secteurs d'activité, mais beaucoup de jeunes se sont reconvertis en entreprenant dans des secteurs qui pouvaient donc apporter des réponses à la pandémie à laquelle nous sommes confrontés. C'est des drones, c'est des jeunes entrepreneurs qui ont investi pour fabriquer des masques. En tout cas, tout ce qui pouvait concourir à aider donc à lutter contre la COVID-19. Et mon ministère a mis en place un financement pour soutenir justement ces jeunes entrepreneurs. Oui, alors nous allons enchaîner, nous reviendrons auprès de Monsieur le ministre un petit peu plus tard. Monsieur Ben Alima, on va rester sur fond de pandémie de Covid-19 et aborder avec vous de quelle façon le groupe Huawei a-t-il traversé cette crise. On l'a vu extrêmement actif pour soutenir un certain nombre d'écosystèmes sur le continent. Vous en avez parlé un petit peu précédemment. Quels sont, selon vous, les secteurs d'activité les plus singulièrement impactés sur le continent et de quelle façon vous les avez soutenus en particulier, Monsieur Ben Alima? Alors, pendant la pandémie, en fait, depuis une année et demie, on a joué un rôle très important parce que tout simplement, tout le monde s'est mis forcément donc, au télétravail, à travailler, à assurer la distanciation physique. Donc, du coup, l'usage de l'Internet, l'usage de l'outil numérique a été accentué. On a vu des augmentations de trafic dans tous les pays, dans tous les pays dans lesquels on travaille, qui allait entre 50 jusqu'à 100 ou bien 120% d'augmentation de trafic, ce qui a vraiment sollicité notre intervention pour assurer la qualité de service, la disponibilité du service et aussi faire absorber toute cette augmentation soudaine sur les réseaux. Donc, on a fait pas mal de travail pour garantir la bonne santé des réseaux, si j'ose dire, dans les pays dans lesquels on travaille, pour permettre à tous les secteurs, à tous les protagonistes, que ce soit pour des usages professionnels ou personnels, d'assurer la continuité de leur vie. Donc ça, c'est notre métier de base et on le fait très volontairement. Ensuite, il y avait des actions que nous, on a menées, donc c'est des initiatives Huawei, qui permettaient de faire face à cette pandémie-là, en proposant des solutions, par exemple, basées sur l'intelligence artificielle. Dans certains pays, on a équipé certains hôpitaux de solutions qui permettaient de faciliter le diagnostic donc, du Covid-19 en se basant sur des images scanners, par exemple. Ces outils basés sur l'intelligence artificielle pouvaient détecter, quantifier, faire des rapports automatiques donc de cette maladie-là. Bien entendu, ce n'est pas un remplacement au docteur, pas du tout. Les docteurs spécialisés en radiologie peuvent certainement faire ça,
Mais ce que nous, on a essayé de faire, c'est d'automatiser ces tâches-là, de les rendre plus rapides. Et c'est le fondement même de l'outil numérique parce qu'il est un complément à l'intelligence humaine et un outil de plus qui permet d'être plus rapide et plus efficace. Sur l'éducation aussi, on a joué un rôle très important pour assurer l'éducation à distance, pour assurer aussi, pour fournir des modules de formation, comme je disais tout à l'heure, donc des MOOC accessibles en ligne pour toutes personnes souhaitant y participer. Et aussi dans la gestion logistique du Covid, à travers des solutions de sécurisation, des solutions de gestion d'accès, des solutions donc de mesures ou certaines applications et des solutions qui permettent d'assurer la distanciation sociale entre les gens. Donc, notre intervention, elle était sur plusieurs secteurs. Et encore une fois, on pense que, je le répète peut-être plusieurs fois, mais l'outil numérique s'est avéré vraiment très utile dans plusieurs secteurs, que ce soit pour faire face à la COVID-19, mais en même temps pour assurer une croissance sur tous les niveaux. Et les cas d'usage ont été démontrés dans beaucoup de pays. Et je pense qu'en Afrique, il y a un vrai potentiel parce que, comme ça a été souligné par mon ami Wilfried, d'ici 2050, la population africaine va doubler. La population africaine, elle est jeune. C'est une ressource hyper importante, plus les ressources naturelles de l'Afrique. Il faudra vraiment canaliser toute cette énergie, toutes ces ressources pour créer de la valeur sur le continent. C'est ça le mot d'ordre, c'est créer de la valeur sur le continent. Et pour le faire, il faudra vraiment mettre la lumière et faire bon usage de ces ressources-là. Et encore une fois, les infrastructures numériques, c'est un outil formidable pour faire fonctionner toute cette symphonie en parfaite harmonie. Très bien. Monsieur Dorrego, justement, je vais vous faire intervenir. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur justement ce que la Covid-19 a changé en matière d'entrepreneuriat, en particulier au sein des diasporas africaines de France. Alors, nous, on a mis en place, durant la période très forte du Covid, une veille où on a suivi une 60aine d'initiatives. Et ce qui ressort, on a suivi des veilles pour suivre les gens qui montaient des solutions. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait énormément d'innovation. En fait, face à la difficulté, la diaspora africaine a fait preuve d'énormément d'innovation, d'esprit d'entreprise pour apporter des solutions au moment où on avait des difficultés à avoir des masques. Par exemple, il y a le club Airbus Africa Community qui a mis en place avec l'université de Thiès la fabrication de visières plastiques et un prototype de respirateur avec des imprimantes 3D. Ça, c'est une solution concrète. Ils ont phosphoré et ça a abouti à quelque chose de très concret. Il y a eu énormément d'applications pour détecter la présence de Covid. Ça, c'est les entrepreneurs de la diaspora qui ont mis ça en place. Il y a eu des applications également pour continuer à faire du commerce. Le e-commerce s'est énormément développé pendant cette période de Covid également. Ce qu'on voit également qui s'est développé, c'est les fintech qui font du paiement digital pour les boîtes, pour éviter que les gens aient besoin de se déplacer dans les banques et puissent se contaminer, en fait. Et donc, on voit que finalement, d'une situation où il y avait un problème, la réaction, la contribution de la diaspora, ça a été d'apporter des solutions. Il y a quelque chose aussi qu'on voit qui est assez frappant, c'est que pendant la période de Covid, il y a eu certains pays qui ont mis en place le microcrédit digital pour toucher le secteur informel. Vous savez, si vous demandez aux gens de rester chez eux, alors que l'essentiel, la population active, 70% de la population active, travaille dans le secteur informel. On ne leur apporte pas des solutions de financement, les gens, entre le Covid et la situation économique, ils sont coincés. Donc, le Togo, par exemple, a développé ce qu'ils appellent le Novici, c'est-à-dire le microcrédit digital. Ça, c'est une innovation. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire l'a fait.
Et en gros, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu énormément d'innovation pendant cette période. L'autre opportunité que je vois qui s'est dégagée pendant cette période de Covid, on n'en parle pas encore assez, on s'est rendu compte que l'essentiel de la production européenne était dans les pays asiatiques, trop loin logistiquement. Et si on ressort de ça avec une vague d'industrialisation des pays africains, on peut capter une partie de la relocalisation, de la nécessaire relocalisation de ces groupes. Et donc, l'Afrique, compte tenu de sa proximité avec l'Europe, a forcément une carte à jouer. Donc, vous voyez, on est dans une situation où l'économie a été affectée. Dans certains pays, le tourisme a baissé de 70%, mais si on voit l'élan d'innovation qu'il y a eu, si on voit les potentialités de relocalisation qu'il va avoir, l'Afrique a une carte à jouer à condition qu'on y mette le processus d'industrialisation qu'il faut pour pouvoir capter cette opportunité-là. Moi, je trouve que c'est une chance, mais sortons de là en dotant nos pays de systèmes de santé qui permettent d'apporter les premiers soins et on n'aura pas tout perdu si on sort avec ces acquis. Donc, beaucoup de difficultés, sûrement, mais énormément d'opportunités si on sait les saisir et je suis sûr que les économies avec le digital dans tous les secteurs ont transformé aussi l'Afrique. Et donc, je rejoins Huawei qu'il y a une carte digitale numérique énorme à jouer à condition que les infrastructures soient en place. Merci beaucoup, Monsieur Dorrego. Martina, j'aimerais bien vous faire réagir sur tout ce qu'on vient d'entendre parce que je sais que votre entreprise a été effectivement impactée, elle aussi, par la pandémie de Covid-19 et vous a amené à produire un certain nombre d'ajustements. Donc peut-être en substance, un ou deux mots sur cette question. Et ensuite, j'aimerais que vous enchaîniez directement sur ce que vous attendez aujourd'hui, à la fois des pouvoirs publics, voire de partenaires privés. C'est le moment de vous exprimer et de dire qu'est-ce que vous attendez et de quelle façon il pourrait vous être utile, Martina. Oui, merci beaucoup. Effectivement, le Covid-19 nous a obligés à être innovants et être résilients. Et c'est pour ça que nous avons développé cette plateforme de micro-tâches pour permettre à des gens de travailler de leur campagne, de là où ils sont, en n'ayant pas besoin de venir au bureau. Et en fait, il s'est avéré que cette méthodologie était beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive pour tout le monde. Donc vraiment, le Covid-19 a été une accélération pour nous et nous a permis de prendre le virage numérique. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle d'économie numérique, il y a une vraie opportunité. Et en fait, moi, il y a 5 choses qui sont importantes, si je peux dire, de ce que j'attends par rapport au pouvoir public, aux institutions internationales, au secteur privé. La première, c'est que il faut avoir une vraie stratégie pour l'économie numérique et le digital à Madagascar, en Afrique. Aujourd'hui, quand on regarde l'Inde, on sait très bien que c'est là où il y a les meilleurs développeurs. Pourquoi ? Parce que le gouvernement en Inde, ils ont vraiment fait un vrai travail sur comment on va faire pour être meilleur dans le digital, pour être meilleur dans le numérique, via des universités, etc. Et aujourd'hui, la part du numérique dans le PIB est une part vraiment importante. Et je pense que le Covid nous a montré que le tourisme a baissé, etc., qu'il y a d'autres secteurs qui ont chuté. Et il fallait, en fait, je pense, il faut aujourd'hui mettre un coup d'accélérateur sur l'économie numérique pour justement augmenter les recettes fiscales sur l'économie numérique qui aujourd'hui sont quasiment absentes. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, oui, on parle d'économie numérique, on parle de digital, mais si on n'a pas les infrastructures, si on n'a pas les outils, c'est impossible. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'à Madagascar, les ordinateurs ils soient taxés comme si c'était des produits de luxe. Aujourd'hui, quand on importe des ordinateurs à Madagascar, même si c'est des dons, je paye la moitié de la valeur des ordinateurs pour que je puisse les avoir au bureau. C'est quand même insensé. Alors qu'aujourd'hui, avoir un ordinateur, c'est essentiel pour avoir une véritable insertion professionnelle pour un étudiant, pour un travailleur du numérique. Il y a même des gens qui nous disent mais en fait, on ne voyait pas vos dons à Madagascar parce que c'est trop compliqué, ça ne sert à rien. Donc, on se retrouve vraiment dans une espèce de schizophrénie. La troisième chose, c'est l'inclusion financière. L'inclusion financière, nous, on vise des gens qui sont ce qu'on appelle low income revenue, donc qui sont la classe moyenne basse, donc qui ne sont pas bancarisés. Et aujourd'hui, comment on fait pour atteindre des gens qui ne sont pas bancarisés ?
comment on fait pour permettre à des gens qui ne sont pas bancarisés d'acheter des services, d'acheter des produits qui vont changer leur quotidien. Et pour ça, en fait, on a besoin d'avoir une véritable campagne sur pourquoi c'est bien d'avoir une banque, pourquoi c'est bien d'avoir une carte bleue, qu'est-ce que ça vous amène. Aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés sur la carte bleue en Afrique. C'est indécent et moi, ça me choque. Aujourd'hui, mes étudiants qu'on a bancarisés, ils me disent, mais pourquoi on paye des frais bancaires? Donc voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus sur l'inclusion financière, non seulement sensibiliser, mais aussi que ces produits financiers soient adaptés à ce que veut la classe moyenne basse. Ensuite, la quatrième chose, c'est l'intégration monétaire africaine pour pouvoir avoir une approche qui est globale. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat numérique, oui, on peut toucher tout le monde, mais si on ne peut pas collecter le cash dans d'autres pays en Afrique, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, la difficulté, elle est là, c'est que c'est compliqué de pouvoir collecter de l'argent en Côte d'Ivoire, au Ghana, quand on est une entreprise basée à Madagascar. Or, notre service est accessible à des Ivoiriens, or, notre service est accessible à des Sénégalais, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau global du continent africain sur comment on fait pour qu'un entrepreneur ivoirien puisse proposer ses services à Madagascar et vice-versa. Ensuite, le cinquième point, qui je pense très important, qui va attirer les investissements étrangers, c'est la question de la protection juridique, notamment sur le foncier. Aujourd'hui, quand vous achetez un immeuble, quand vous achetez un terrain, vous n'êtes pas à l'abri que demain, quelqu'un vienne dire que c'est mon terrain. C'est mon immeuble. Et nous, on a fait face à ce genre de difficultés. Et je pense que c'est important de le souligner, que c'est important qu'on puisse adresser ce point-là et solutionner ça. Donc voilà, moi, je pense les 5 points qui me semblent importants aujourd'hui que les pouvoirs publics, que les institutions internationales entendent, parce qu'on a vraiment besoin de ça pour développer les entrepreneurs du numérique en Afrique. Très bien, merci Matina. Alors justement, je vais faire réagir Monsieur le Mini. Je crois qu'il est de nouveau avec nous. Monsieur Touré, vous êtes bien avec nous? Oui, je vous avais perdu pour des soucis techniques. Aucun problème. Alors, effectivement, Matina a relevé un certain nombre de défis et de problématiques auxquelles elle est confrontée. Elle a aussi lancé quelques pistes. Qu'est-ce que tout ça vous inspire et qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à cette jeune femme entrepreneur qui aimerait bien peut-être demain développer ses activités en Côte d'Ivoire? Mais écoutez, dire déjà qu'elle est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Hein. Nous sommes en train de continuer à améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays très compétitif. Quand vous prenez l'indice Mo Ibrahim et d'autres indices, hein, la Côte d'Ivoire est un pays très attractif. Donc, je me fais pour la circonstance l'ambassadeur de mon pays pour qu'elle vienne investir. Et ce que j'ai dit, c'est que nous avons pris une série d'initiatives, notamment au niveau des textes, pour justement faciliter les choses à son niveau. Alors, sur l'accès au financement, j'ai écouté ses propos tout à l'heure, notamment la mobilisation donc, de financement au niveau de la diaspora, les business angels qui peuvent aussi coacher ou parrainer donc, des entrepreneurs. Je pense que c'est des pistes qu'il nous faut regarder. Je pense que M. Wilfried pourrait être d'accord donc, sur la question. Ce sont des pistes pertinentes qu'il faut regarder avec donc pour nous l'intérêt donc de mobiliser cette diaspora. C'est quand même près de 180 milliards de francs CFA selon un rapport de la BAD en 2019 de flux financiers. Je parle de la diaspora donc ivoirienne et donc réussir donc à capter donc cela et en l'amenant vers donc des projets d'entrepreneuriat. Donc elle serait la bienvenue en Côte d'Ivoire et éventuellement l'ensemble des préoccupations qui ont été soulevées sont des positions pertinentes et qui nous amènent pouvoir public donc à continuer à aller plus loin dans les réformes justement et on n'a pas le choix, pour permettre un vrai entrepreneuriat donc dans nos différents pays. Merci. Je suis née en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre. Ah, en plus, Matina est née effectivement en Côte d'Ivoire, après être entrée à Madagascar, étudiée à Paris, retour à Madagascar. C'est bien ça, Matina? Tout à fait, c'est ça. Née en Côte d'Ivoire, rentrée à Madagascar, en France, puis Madagascar et en janvier à la Côte d'Ivoire, je l'espère. Alors, en tout cas, vous avez entendu Monsieur le Ministre, vous serez la bienvenue pour développer vos activités en Côte d'Ivoire, le cas échéant. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de ce Connect 54. Je vous invite à poursuivre les débats sur les réseaux sociaux et sur notre site internet afrique.latribune.fr. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous Connect 54, La Tribune Afrique. Merci.